Facilitation de la flexion dorsale par utilisation de la stimulation électrique fonctionnelle, la CEF. Facilitation de la flexion dorsale chez un patient présentant une hémiplégie par accident vasculaire cérébral. Alors voilà la marche sans appareil avec, on voit cet équin là qui entraîne stépage, et puis le recurvatum, ah là là, le genou qui est en hyperextension. Voilà avec steeple, même le recurvatum est mieux contrôlé. Allons-y à chaque fois. Voilà, on essaye de le faire volontairement sans trop soulever, en même temps que la contraction électrique. Voilà, tu essayes de le monter, juste avec le pied en essayant de pas trop soulever ton... Voilà. Donc on essaye de surimposer à la contraction électrique une contraction volontaire pour avoir une contraction semi-volontaire. C'est le même principe que Brunstrom dans les sollicitations manuelles que l'on peut appliquer à cette CEF. Donc tu essayes de rester en l'air le plus longtemps possible, même quand la contraction électrique a cessé. Essaye de rester, essaye de rester, essaye de rester encore. Essaye, encore, sans trop lever le genou, le moins possible. En théorie, les muscles spastiques sont hyper excitables. Donc, il faut moins de courant pour obtenir une contraction que pour un sujet sain. Il y a quand même une condition, il ne faut pas que l'antagoniste, le triceps, soit trop spastique. Donc en général, il s'agit de patients qui ont une atteinte de gravité intermédiaire. Ce n'est pas des atteintes profondes, ce n'est pas non plus des atteintes frustes qui n'en ont pas besoin. Ce sont des patients au stade 4 ou au stade 5 de Brunstrom. Chez ces patients, les contractions musculaires sont diffusées et polycinétiques. C'est-à-dire que quand vous excitez la flexion dorsale, vous avez en même temps une triple flexion qui vous permet de passer le pas. Et dans le même temps, vous inhibez les influx en extension qui prédominent chez ce type de patient. Ils ont un équin, ils ne peuvent pas passer le pas, non pas seulement parce qu'il y a une faiblesse des muscles agonistes, les releveurs, mais aussi et surtout parce qu'il y a une spasticité en extension qu'il faut inhiber pour pouvoir passer le pas. Dans le meilleur des cas, on observe un renforcement des muscles fléchisseurs, une inhibition des muscles extenseurs, la marche est de meilleure qualité et il y a un effet d'apprentissage qui se manifeste lorsqu'on coupe la stimulation électrique fonctionnelle, le sujet continue pendant un certain temps à marcher normalement comme si il avait encore les influx de la CEF, les influx électriques. Alors ça, c'est le nec plus ultra, et évidemment, si on le fait plusieurs jours, si on le fait pendant plusieurs mois même, il y a des gens qui marchent pendant plusieurs mois avec ça, eh bien, ça peut être intéressant de constater qu'on n'a plus besoin de la CEF, au moins pendant un certain temps. Facilitation de la flexion dorsale en utilisant la syncinésie de triple flexion. Nous allons voir qu'en progression, on va diminuer l'amplitude de la flexion de hanche pour arriver progressivement à avoir plus d'extension de hanche avec la flexion dorsale. Donc posture anti-équin, position debout, en même temps que léger travail d'équilibre, sur une planche triangulaire, planchette triangulaire. Vas-y, refais. Hein, il faut toujours conserver l'élasticité, la souplesse des muscles. Et vas-y, remonte bien les orteils, remonte bien. Triple flexion et surtout flexion dorsale. Allez, essaye tout seul de remonter le pied sans trop monter le genou. Monte le moins possible ton genou. Et tu montes le moins possible ton genou. Voilà, très très bien. Essaye la facilitation maintenant.
la syncinésie de coordination, voilà. Et maintenant, tu essayes de reprendre la... Si avec résistance, on refait. On refait. Vas-y. Voilà, ce changement de main là pour résister d'abord à la flexion de hanche pour déclencher la flexion dorsale. Encore une fois. On y va. Et ensuite, par l'intermédiaire du kiné qui résiste et qui en même temps stimule. En fin de progression, la solution retenue a été le port d'une attelle anti-équin, d'une attelle releveur, dans la chaussure, avec laquelle il avait une indépendance fonctionnelle pratiquement normale. En effet, sans cette attelle, il n'arrivait pas à relever son pied à chaque pas, malgré toute la rééducation que nous avons vue. Vas-y. Tu reviens dans l'autre sens. Stop, voilà. Il y a un petit encore, Stéphane. Tu reviens? Manque de balancement des bras. Le genou ne suit pas encore tout à fait bien. Cours. Tu reviens. Tu recours. Comme l'avait encore. déjà constaté mon collègue Francis Laurent, les patients hémiplégiques, lorsqu'ils y arrivent, courent mieux que ce qu'ils ne marchent. Chute. Très bien. Debout. La stimulation électrique fonctionnelle, avec un contacteur dans le talon qui envoie une impulsion lors de la phase oscillante de la marche, est un outil de rééducation, mais qui ne permet pas de courir, qui ne permet pas de jouer au football. C'est la raison pour laquelle cette solution n'a pas été retenue à long terme. On l'a essayé à titre de rééducation, mais à long terme, comme le pied ne remontait pas, n'avait pas récupéré suffisamment, eh bien, la solution du releveur anti-équin, l'attelle anti-équin, a été bien plus satisfaisante pour lui, puisqu'elle lui permettait de faire toutes les activités de loisirs qu'il désirait. Alors il faut savoir qu'il y a toujours des recherches et il y a toujours des équipes qui se passionnent pour la stimulation électrique fonctionnelle. Ce patient a une stimulation électrique fonctionnelle miniaturisée sous forme d'un bracelet. Ce bracelet est posé au niveau du segment jambier, il n'y a pas de fil, et on voit très bien le pied qui se relève au cours de la phase oscillante de la marche. Un interrupteur est placé dans la semelle du côté hémiplégique au niveau du talon. Lorsque le poids du corps est sur le côté hémiplégique, eh bien, il n'y a pas d'impulsion. Aussitôt que le poids du corps passe sur le côté 5, il n'y a plus de poids sur le côté hémiplégique. Cet interrupteur envoie un signal infrarouge qui est capté par l'appareil de stimulation situé au niveau du bracelet. De ce fait, la stimulation a lieu et facilite la phase oscillante de la marche et seulement cette phase. On voit ici ce bracelet que le patient sait mettre et enlever tout seul. Et on voit la mise en place de ce bracelet avec les électrodes au bon endroit. À ma connaissance, il ne s'agit pas d'un appareil commercialisé, c'est un appareil expérimental, mais qui donne entièrement satisfaction aux patients. L'inconvénient que j'y vois, c'est pour les sujets qui auraient une tendance à l'œdème. Le fait qu'il y ait un bracelet comme ça pourrait augmenter l'œdème, ça pourrait faire un espèce de garrot. Mais dans le cas particulier de ce patient, ça marche merveilleusement bien, comme dans les livres. C'est si rare. Il s'agit d'un patient qui présente une sclérose en plaques avec une atteinte plus marquée, une atteinte pyramidale plus marquée sur le membre inférieur gauche. Une courte bibliographie va nous permettre de comprendre l'évolution de cette technique.
Le premier article, c'est l'article de Liberson en 1961. Je traduis: électrothérapie fonctionnelle, stimulation du nerf sciatique poplité externe, synchronisée avec la phase oscillante de la marche des patients hémiplégiques. On trouve beaucoup de choses dans ce premier article. Il y a d'abord des électrodes de surface qui sont situées au même endroit que celles qu'on utilise actuellement. Il y a un contacteur au niveau du talon. Tout ça est relié à un boîtier transporté par le patient par des fils. C'est la différence avec les techniques actuelles qui se font sans fil. En France, on a également utilisé la stimulation électrique fonctionnelle. Un dernier article pour montrer que la stimulation électrique fonctionnelle est toujours utilisée. Il faut trouver le patient qui corresponde, qui ne soit pas trop spastique, qui réagisse bien au courant électrique. Et il faut trouver aussi un patient qui aime ce genre de technique un peu sophistiqué avec des petits boutons qu'il faut tourner. Donc c'est un état d'esprit, hein. Il y a des gens que ça passionne et il y en a d'autres qui en ont horreur. Dans tous les cas, il ne suffit pas de le proposer au patient, il faut aussi un entraînement intensif de la marche. Contre-indications et mauvaises indications, il faut se méfier des troubles de sensibilité qui ne permettent pas au sujet de sentir si la contraction électrique est trop forte et risque de le brûler. Il y a une contre-indication absolue, c'est les paralysies périphériques. Même si c'est une forme hémiplégique de paralysie périphérique, il ne faut jamais faire pour ces patients de stimulation électrique quelle qu'elle soit, que ce soit stimulation électrique fonctionnelle ou autre. Ce n'est qu'un avis d'expert, mais disons c'est mon expérience. En effet, chez ces patients, les muscles sont hypoexcitables. Si vous essayez la stimulation électrique, quelle qu'elle soit, vous risquez de brûler. Il faut beaucoup trop de courant, il faut une durée trop importante de ce courant. Alors il y en a qui utilisent des courants à pente, mais c'est pas une solution, parce que j'ai déjà vu plusieurs fois des personnes qui ont été brûlées par des contractions électriques avec des paralysies périphériques. Autre argument contre la stimulation électrique dans les paralysies périphériques, puisqu'il y a des rééducateurs qui désirent entretenir la contraction musculaire de ces muscles. Ça ne sert à rien. Ces muscles se contractent eux-mêmes, tout seuls. C'est ce qu'on appelle les potentiels spontanés de dénervation que l'on retrouve à l'électromyogramme. Donc, ça sert à rien de vouloir les entretenir alors qu'ils s'entretiennent déjà eux-mêmes. Perte de temps. Et danger de brûlure dans les paralysies périphériques. Mais aussi dans les paralysies flasques, dans les hémiplégies flasques en particulier.